Mesdames et messieurs, bienvenue à Tunisia Investment Forum et bienvenue à notre panel. Dans la séance d'ouverture, le temps de Tunisie 2020, dans son édition 2017, est bien donné. La Tunisie économique est bien en marche. Peut-être pas au rythme que nous voulons tous, mais la volonté politique pour maintenir le bon cap, et c'est l'essentiel, il est bien là. Et la volonté aussi et la disposition de nos partenaires, de nos principaux partenaires financiers sont également bien là. Ça vient d'être fortement réaffirmé ce matin. Un grand diplomate avec qui j'ai échangé hier soir sur les perspectives de la Tunisie, un grand diplomate accrédité à Tunis, avait dit, pour résumer la situation, finalement, cette Tunisie n'a pas fini par nous étonner. Ben oui, cette Tunisie n'a pas fini par nous étonner nous-mêmes. Nous allons nous étonner nous-mêmes et nous allons vous étonner. Dans ce panel, nous entrons plus dans le vif du sujet. Nous allons en substance faire l'évaluation du post-conférence 2020 tenue il y a exactement une année et se mettre bien sûr en perspective pour la période à venir. D'abord, la conférence 2020 s'est soldée par un chiffre que nous gardons tous en tête. Un total engagement de 34 milliards de dinars décliné en 15 milliards de dinars sous forme de conventions signées en dons, crédits et contrats d'investissement, et 19 milliards de dinars de promesses faites par des États et par des bailleurs de fonds internationaux. La question alors est, qu'en est-il de ces engagements et promesses? Ensuite, la conférence 2020 a auguré une atmosphère d'enthousiasme de la part des investisseurs présents et qui est précurseur d'une relance de l'investissement ou de la dynamique d'investissement dans le secteur privé. Où en est-on alors par rapport au rythme et aux filières d'investissement choisies par le secteur privé? Et enfin, la conférence 2020 a été un moment focal, avant, mais tout de suite après aussi. Un moment focal pour enclencher la transformation du cadre institutionnel de l'investissement. Le code d'investissement, mais pas que le code d'investissement. Alors, quels sont les progrès qui sont accomplis sur ce plan? Et en quoi et comment ce nouveau cadre peut-il être un vecteur de dynamisation de l'investissement et une force d'attraction des IDE? C'est à ces questions clés que ce panel composé des personnes qu'il faut pour la circonstance tentera de répondre. Je voudrais d'abord, en votre nom à tous, souhaiter la bienvenue à M. Youssef Chedd, chef de gouvernement, mais aussi à notre guest speaker, M. Ziad El-Azhari, ministre de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale. À vrai dire, nous sommes tous ici chez lui et ses invités. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à Madame Nathalie Climence, responsable à la BEE, à la BEI, Banque européenne d'investissement, des financements d'entreprises dans les pays voisins de l'Union européenne, et la remercier pour s'être déplacée pour ce forum. Je souhaite également la bienvenue à M. Mourad Fradi, associé au cabinet Mazars et co-commissaire général de la conférence Tunisie 2020. À M. Georges-Joseph Gora, country manager en Tunisie de la SFI, Société financière internationale, filiale du groupe Banque mondiale, et qui est actuellement acting country manager pour l'ensemble du Maghreb. Georges est en Tunisie depuis quelques mois seulement
et nous allons sûrement bénéficier de son regard tout neuf sur la Tunisie. Monsieur Antoine Saleh de Chou, chef de bureau Tunisie à la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Antoine est aussi depuis quelques mois seulement dans son poste à Tunis et il va pouvoir, je l'espère, nous donner un éclairage neuf sur la Tunisie et sur les entreprises en Tunisie. Si tout va bien, mesdames et messieurs, nous réserverons 10 à 15 minutes pour vous permettre d'interagir avec les panélistes. Le décor de ce panel étant planté, j'invite, si vous permettez, M. Zied Ladheri pour son keynote speech. Zied, allez-y. Vous restez sur place, ok. Je vais utiliser peut-être ce micro. Rebonjour. Donc, je tiens à saluer donc, la présence parmi nous de Son Excellence, Monsieur le chef du gouvernement, Sio Seched, qui a tenu à continuer à participer un petit moment avec nous dans ce panel. Je pense que par sa présence, mais également par la présence des plus importants bailleurs de la Tunisie et les partenaires de la conférence 2020, on est quelque part en train de revivre ce moment et cet événement-là est dans la continuité. Ce que je souhaite dire très brièvement, en réalité, pour permettre à tous nos panélistes de pouvoir s'exprimer sur ce sujet et peut-être réagir à la fin, la conférence 2020 a été un grand moment pour la Tunisie. C'était un moment justement qui a permis à la Tunisie de retourner en quelque sorte un peu dans les radars des investisseurs. Je tiens à cette occasion à saluer tous les efforts qui ont été déployés par toute l'équipe qui a travaillé durement pour réussir cet événement. Je tiens à saluer Simorad qui est à côté de moi, commissaire de l'événement, si Hazm Kesm également qui était co-commissaire, toute l'équipe à la FIPA, si Khalil Larbidi, donc Sifar Larbkefi qui a été au ministère et qui a chapeauté tout ce travail, mais également toute l'équipe qui a fait un travail formidable en parfaite coordination avec les autres ministères, qu'il en soit remercié. Je pense que la présence de Monsieur le chef du gouvernement également témoigne de l'importance que nous avons accordée à cet événement, mais également de l'importance du suivi de ces engagements qui continuent aujourd'hui dans un cadre d'un mécanisme de suivi à faire l'objet d'un suivi régulier au niveau de la présidence du gouvernement et également au niveau des affaires étrangères et au DCI. Très important, donc en gros, nous avons 34 milliards de mobiliser la somme de 34 milliards divisée en deux, en fait en 15 et 19 aujourd'hui, en 15 milliards qui ont été jusqu'à ce jour donc, matérialisés dans des conventions, donc signées sous des formes différentes, donc parfois dons, crédits ou contrats d'investissement, et 19 milliards qui aujourd'hui constituent des engagements de financement qui attendent à être concrétisés. Si on souhaite répartir un peu ou donner une idée sur la répartition des projets du plan du développement par secteur et par région, Monsieur le chef du gouvernement a donné quelques éléments dans son discours. Je ne vais pas revenir en détail, mais en gros, vous avez vu dans les slides également qui ont été présentés que les infrastructures représentent une part importante de cet investissement, donc les transports, énergie, eau, équipements et habitat, mais également que les ressources humaines, que l'enseignement représentent également une part importante aux alentours de 10%. Des investissements qui touchent pratiquement toutes les régions, et notamment les régions de l'intérieur, compte tenu de leurs besoins. Je reviens très rapidement, si vous permettez, sur les engagements signés, donc que ce soit au niveau multilatéral ou bilatéral. Donc, nous avions des engagements avec la Banque européenne d'investissement, la BERD, la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque arabe, le Fonds arabe pour le développement, la Banque mondiale,
vous avez les chiffres dans les présentations, mais également nous avions un certain nombre d'engagements de la part des pays partenaires et amis de la Tunisie. Aujourd'hui, ces promesses ont été, comme je l'ai dit, matérialisées dans des accords. Je vais citer, je ne vais pas être exhaustif, donc excusez-moi si je fais quelques omissions, parce que je pense que le temps est plutôt à la discussion qu'à la présentation chiffrée qui seront de toute façon disponibles à tous les participants. Donc la France, à travers l'AFD, a signé 3 milliards de dinars. L'Arabie Saoudite, 1,8 milliard de dinars. L'Allemagne, donc à travers le KfW, a signé 200 millions de dinars. Donc le Qatar, 1 milliard. L'Union européenne, un don de 500 millions de dinars. Les engagements multilatéraux, donc BUI en a signé pour 6,8 milliards de dinars. Les lettres d'intention, la FADES. En tout cas, je ne souhaite pas entrer trop dans les détails puisque les différents intervenants sont là. Ce que je souhaite dire, que tout cela, pour nous, est important dans la mesure où il nous donne un peu une idée sur l'ampleur de l'engagement de nos partenaires et la volonté de soutenir la Tunisie. Pour nous, il est très important de pouvoir concrétiser tout cela dans des projets concrets qui vont transformer la vie de nos concitoyens de tous les jours. Pour cela, on a besoin de présenter des projets aux différents bailleurs. Certains ont été présentés, certains sont en cours de présentation parce que parfois il y a besoin évidemment de finaliser un certain nombre d'études de faisabilité et des préalables pour la réalisation de ces projets. Donc le process est en cours. Je pense que tout cela a un sens pour vous, investisseurs privés, parce que si Conférence 2020 était une conférence pour un peu marketer le plan de développement pour les 5 ans en présentant les grands projets publics, je pense que tout cela est dans la continuité et pour vous, cette conférence axée plutôt sur le secteur privé voit des opportunités dans tout cela parce que finalement, même tous ces projets publics, ils seront publics par l'origine, par la vocation, mais ils seront portés par le secteur privé. Donc vous êtes certainement dans vos différents domaines concernés par l'ensemble de ces projets. Donc pour moi, c'est très important pour vous que vous puissiez suivre un peu l'exécution de ces projets et voir toutes les opportunités que cela pourrait représenter pour l'ensemble des parties prenantes. La deuxième chose qui est à mon avis très importante, Monsieur le chef du gouvernement a annoncé un ambitieux programme de projets en PPP. Tout cela est évidemment très important pour vous, représentants du secteur privé, parce que là, il ne s'agit pas de projets publics, mais il s'agit de projets privés par ceux qui vont les porter, même si la destination finale sera finalement l'utilisateur, le consommateur, le citoyen, mais ce sont des projets où pour la première fois depuis... je dirais même depuis 10 ans, il y a une vraie volonté politique qui a été rappelée, annoncée, confirmée au plus haut niveau, donc d'utiliser ces techniques de PPP. Depuis, je crois, 2008, on n'a pas fait de PPP en Tunisie. Maintenant, avec la nouvelle réglementation, la nouvelle loi sur les PPP, les décrets, Monsieur le chef du gouvernement vient d'installer donc la nouvelle instance en nommant un nouveau président de l'instance des PPP. Donc, je pense que pour la première fois également, au niveau des PPP, il y a une vraie volonté politique, il y a un vrai projet, il y a aussi pas d'annonce ou d'intention, mais également de projets très concrets, donc une vingtaine de projets qui ont été identifiés, qui vont être soumis aux porteurs de projets. Et certainement que les bailleurs, tous ceux qui ont participé au 2020, peuvent également contribuer au financement de ces projets. Le troisième volet qui est l'investissement privé, donc avance. Certains accords ont été annoncés, signés lors de la conférence 2020 dans les différents domaines. Je me réjouis qu'ils sont tous en train d'avancer et de se concrétiser. C'est pour nous un grand signal que les promesses ont été tenues. Donc je tiens à saluer
tous les partenaires de la Tunisie, tous les amis de la Tunisie qui sont fortement mobilisés lors des 2020. Je pense que leur présence aujourd'hui témoigne de leur volonté de continuer ce chemin, et la présence de monsieur le chef du gouvernement témoigne également de sa volonté personnelle de continuer à s'engager pour que toutes ces promesses deviennent une réalité, pour le bien de nos concitoyens, pour le bien des Tunisiens, des Tunisiennes qui attendent énormément de ces projets, mais également pour la promotion du secteur privé national et international qui est engagé à continuer à soutenir la Tunisie, à aller avec nous dans ce chemin porteur d'opportunités. Donc, que tous les partenaires soient remerciés. Je ne veux pas citer nommément parce qu'ils sont trop nombreux. Je ne veux pas omettre de citer les uns les autres. Qu'ils soient vraiment remerciés. Sinourdine, merci d'avoir modéré ce panel et de nous rappeler effectivement que la Tunisie continue à étonner ses enfants, mais continue à étonner dans le bon sens également tous ses partenaires et tous ses amis, donc qu'ils en soient vivement remerciés. Merci Sizied. Nous allons certainement revenir de façon un peu plus détaillée sur les réalisations, sur le suivi, avec vous, mais aussi avec nos invités. Mais avant cela, moi je voudrais quand même, sur le Tunisie à 2020, c'était une véritable fête, et pour cause, parce que c'est un événement annonciateur du plan 2016-2020. Et je voudrais d'abord inviter si Mourad Fradi, qui est le co-commissaire général de Tunisie à 2020, pour nous donner de son point de vue le bilan, de façon très rapide, Mourad, si tu permets, de Tunisie à 2020, tenu en novembre 2016. Et si on souhaiterait quand même avoir de votre point de vue la dynamique qui a été créée derrière cet événement, sachant qu'au moment où vous allez parler, il y a un slide qui va résumer les réalisations de l'événement en tant que tel. Mourad. Quasiment une année. À la même période, l'année dernière, on préparait l'événement. On a tablé sur 850 participants, on a badgé 4005 et on avait une liste d'attente de 10 à 12 000 personnes qui voulaient participer, mais il n'y avait pas assez d'espace. Ils se sont pris un peu en retard. On a eu 1500 participants étrangers, à peu près 70 pays, avec la présence de chefs d'État, premiers ministres, ministres des différents pays amis, et ça a donné une dynamique incroyable à l'investissement et à la Tunisie. Pendant cette période-là, on a parlé autrement de la Tunisie. On n'a pas parlé des événements fâcheux, mais on a parlé de la Tunisie, pays qui sait accueillir ses hôtes, qui a organisé un événement à la hauteur de son nom, et aussi qui a permis de regrouper un nombre très important de grands investisseurs. La dynamique qui a suivi cet événement-là, je pense que moi je me rappelle, à chaque interview avant Tunisie 2020, on me posait la question combien on va avoir comme promesse ou comme don, et c'était la question qui est posée quasiment par tous les journalistes. Et ma réponse était toujours, l'objectif c'était pas combien on va avoir comme promesse ou des conventions signées, mais plus c'est reprendre notre place dans le bassin méditerranéen comme site le plus attractif à l'investissement étranger. Et moi j'y crois, et je le dis toujours, malgré toutes les difficultés, malgré qu'on ait critique en interne, malgré que tout ce qu'on dit, mais on reste toujours le site le plus compétitif. Et ça, Tunisie 2020 a permis d'expliquer aux gens que la Tunisie reste le site le plus compétitif dans le bassin méditerranéen. Et ça, c'était le point, je pense, focal auquel je répondais de cette manière à tous les journalistes. Après la convention, ce que je retiens aujourd'hui, ce sont deux aspects très importants. Le premier, c'est que les bailleurs de fonds, les pays, ils ont quasiment doublé leur promesse ou disons leur participation en enveloppe à la Tunisie, et ça c'est un point très positif. Le deuxième, c'est une dynamique plus privée qu'on voit de plus en plus. Il y a eu pas mal de projets privés qui ont été réalisés et qui ont été annoncés pendant Tunisie 2020, et on n'y croyait pas trop, mais réellement ils sont concrétisés, entre autres dans le secteur automobile. L'autre point aussi, c'est qu'on a vu
la force des hommes d'affaires tunisiens qui ont saisi l'occasion de Tunisie 2020 pour aller prendre leur bâton de pèlerin et discuter avec leurs partenaires étrangers et ramener des projets en Tunisie en partenariat entre des Tunisiens et des étrangers. Et ça, je l'ai remarqué pendant ces 10 derniers mois, c'est que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'investissements nouveaux qui, à l'origine, c'est des Tunisiens, des hommes d'affaires tunisiens qui ont pu ramener ces projets-là. Donc je pense que la dynamique de Tunisie 2020 a permis aujourd'hui de reprendre notre place, mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ce niveau-là. Je pense que TIF aujourd'hui aussi, c'est une manière d'expliquer un peu les nouvelles opportunités. Et tout à l'heure, j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer, parce que malheureusement, pendant Tunisie 2020, le code d'investissement n'a pas été promulgué. Et c'est très important de parler du code d'investissement, parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui peuvent intéresser les investisseurs étrangers et tunisiens sur les zones de développement régional et autres. Donc j'aurai tout à l'heure l'occasion pour en parler. Merci. Merci, Mourad. Tunisie 2020, je dirais, nous a propulsés sur une vague. Le tout est maintenant qu'on s'accroche à cette vague et qu'on continue, j'allais dire, notre élan. Je voudrais enchaîner avec Monsieur Gora, Georges Gora. Je sais, Georges, que vous êtes en charge de la SFI, donc avec un focus sur les entreprises, sur le secteur privé. Mais on sait aussi que vous faites partie du groupe de la Banque mondiale et on souhaiterait aussi que vous nous donnez votre éclairage sur ce qui a été fait par la Banque mondiale en tant que groupe. Nous savons, à l'issue de Tunisie 2020, qu'il y a eu des engagements contractés avec la Banque mondiale à hauteur de 18 millions d'euros, mais ce n'est pas beaucoup, mais l'essentiel de ce qui a été fait avec la Banque mondiale, c'est les promesses de 4,4 milliards de dinars. Et je souhaiterais que vous nous disiez où en est-on par rapport à ces engagements et promesses du groupe Banque mondiale à date. Mais au-delà de cela, je disais tout à l'heure que vous venez d'arriver à Tunis il y a quelques mois. Comment jugez-vous le trend qui est pris par la Tunisie ces derniers mois? Et aussi, une question peut-être particulière par rapport à la CFI ou la Banque mondiale. En quoi est-ce que le dispositif et les outils d'intervention du groupe Banque mondiale, quoi est-ce qu'il consiste pour appuyer le programme du gouvernement et aussi le programme d'appui du secteur privé? Merci سي نور الدين. دولة الرئيس، معالي الوزير، أصدقاء تونس، mesdames et messieurs, je tiens à exprimer tout d'abord mon honneur immense et plaisir à participer à cette conférence de l'investissement en Tunisie et de représenter le groupe de la Banque mondiale. Comme vous le savez certainement, AFC est le bras du secteur privé du groupe de la Banque mondiale. Créé en 1956, AFC est la plus grande institution de développement spécialisée dans le secteur privé dans les pays du développement. En Tunisie, la AFC a investi un total d'une valeur de 300 millions de dollars et notre objectif est d'avoir autant d'investissements par an si la situation le permet. Quant aux engagements de la EBRD, le groupe de la Banque mondiale qui s'occupe du secteur privé, pour répondre précisément à la question de Sinoruddin, ils ont promis un total, ou le groupe a promis un total d'investissement d'environ 4 milliards de dollars sur une période de 4 ans. L'année précédente, on a presque atteint nos promesses et on a presque fait 1 milliard de dollars. Nous comptons faire un peu plus que 1 milliard cette année dans tous les secteurs combinés.
nous avons établi un programme de priorité avec les différents ministères, surtout du développement, de l'éducation et de l'énergie, pour pouvoir arriver à ces chiffres-là. Du point de vue conseil, du point de vue accompagnement, le groupe a participé à la rédaction de la nouvelle loi d'investissement qui instaure l'égalité de traitement entre les investisseurs étrangers et locaux, l'ouverture de quelques secteurs économiques et la liberté de rapatriement des dividendes. Et après la conférence de Tunisia 2020, il y a eu la création de la Tunisia Investment Authority qui est en cours de mise en place effective. Il y a eu aussi la création de l'unité de gestion par objectif qui aura pour rôle de simplifier les autorisations liées à l'investissement. Il y a eu la loi de la concurrence, la loi sur les PPP, la loi sur les énergies renouvelables. Et il y a eu d'autres réformes telles que le droit de la faillite, modernisation du secteur bancaire, libéralisation ainsi que la gouvernance et transparence, y compris un nouveau décret sur les marchés publics, loi sur l'accès à l'information et la loi anticorruption. Sur ce sujet, j'insiste à saluer les efforts du gouvernement pour la lutte contre la corruption et dire qu'il y a beaucoup de travail encore à être fait et ce n'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement a besoin, et c'est la responsabilité de la société civile, de soutenir le gouvernement dans ces décisions qui sont assez difficiles et courageuses. AFC a accompagné aussi la Tunisie sur plusieurs de ces réformes à travers la mobilisation d'expertise technique et de conseils, et je citerai dans ce cadre la loi d'investissement, la revue du cadre institutionnel de l'investissement, la simplification réglementaire qui est aussi appelée guillotine, revue de la loi de faillite et la loi de concurrence. Nous pensons qu'afin de continuer sur cette lancée positive, il serait utile de poursuivre les efforts afin d'améliorer encore davantage le climat d'investissement. Je pense notamment à la mise en place effective de la liste des autorisations liées à l'investissement et la publication d'une liste négative pour les investisseurs étrangers. Je suis au courant que le ministre de Son Excellence, le ministre du MDCI, est en train de travailler là-dessus et ces efforts sont grandement appréciés. Nous pensons que ces efforts sont nécessaires pour renforcer la transparence et la prédictibilité des procédures que les investisseurs locaux et étrangers doivent entreprendre. Là aussi, nous allons mobiliser une assistance technique pour appuyer la Tunisie. Je pense également aux projets PPP qui sont essentiels au développement de grands projets d'infrastructures ou d'énergie renouvelable. Nous avons contribué directement à des expériences très réussies, telles que celui de 653 millions de dollars signé la semaine passée avec l'Égypte pour un projet qui va être le plus grand projet d'énergie solaire au monde. Et nous sommes très intéressés par répéter cette expérience ici en Tunisie. Je pense qu'on pourra passer de projets similaires en Tunisie et cela aura un impact positif sur l'autosuffisance en énergie du pays, sur le prix de l'énergie aux entreprises et aux citoyens. Et cela contribuera très positivement aux revenus de l'État. Nous avons aussi construit un PPP avec le gouvernement jordanien qui est l'aéroport de Queen Alia, qui est un des meilleurs de la région et qui a contribué plus que $1 milliard dans les 3 dernières années au trésor de l'État, sans coûter un seul centime à l'État. Aussi une autre expérience que nous aimerons mettre au service de la Tunisie.
Au niveau de l'accès au marché, en éliminant les obstacles à l'importation, vous avez certainement tous entendu parler de la circulaire de la Banque centrale qui freine l'importation de quelques biens jugés non nécessaires. Nous comprenons que cela est dû aux problèmes de balance commerciale, mais nous pensons que les mesures de facilitation à l'export, notamment au niveau du port, ont un impact davantage plus positif sur les entreprises, donc sur l'économie. Au niveau de l'accès au financement, nous pensons qu'il faudrait enlever le cap du taux d'intérêt aux PME pour favoriser le financement des entreprises les plus risquées qui ont besoin de financement. Enfin, au niveau de la concurrence, il faudrait renforcer la capacité et les pouvoirs du Conseil de la concurrence et ouvrir certains secteurs à la concurrence, surtout ceux où il y a le monopole de l'État, Open Skies et Énergie. Enfin, pour finir, je souhaite dire que je reste optimiste par rapport à l'avenir économique de la Tunisie. Je réitère l'engagement de l'AFC et du groupe de la Banque mondiale de continuer à appuyer la transition économique pour que la Tunisie atteigne son plein potentiel économique. Je souhaite bonne chance à cette conférence et vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Georges, pour votre soutien à la Tunisie. Vous avez aussi fait le tour des questions, j'allais dire, des sujets relativement problématiques et qui nécessitent des améliorations. Je crois que vous avez fait le tour. Peut-être tout à l'heure, on écoutera les réactions de M. Lader et peut-être aussi de Siou Souchet par rapport à ça. Mais je voudrais d'abord enchaîner avec Mme Nathalie Climence de la Banque européenne d'investissement pour d'abord nous parler de l'état des lieux des engagements et promesses qui ont été conclues, qui ont été faites par les BEI, sachant qu'on est parti sur une enveloppe de 6,8 milliards de dinars en engagement pour le financement de l'infrastructure essentiellement, mais également alloué pour le développement du secteur privé. Et puis 600 millions de dinars sous forme de crédit. Donc il y a cela, je souhaiterais quand même avoir l'état des lieux, le point de la situation par rapport à cela. Et puis, si vous permettez, Madame, parce que votre focus, c'est essentiellement le secteur privé, on le sait. Et ce qu'on souhaiterait, c'est avoir, de votre point de vue, votre évaluation justement des entreprises du secteur privé, à qui j'imagine vous avez eu d'une façon ou d'une autre affaire. Et on souhaiterait également savoir les outils que vous proposez aux entreprises pour les accompagner dans leur développement et en quoi, en fait, ce que vous offrez en tant qu'institution soit différent de celle des autres, notamment les banques commerciales et aussi les institutions financières internationales. À vous la parole, Madame. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je voudrais déjà remercier toute l'assistance pour la qualité des échanges et des présentations aujourd'hui. C'est un plaisir de revenir en Tunisie. On sent vraiment des acteurs économiques vibrants, des gens qui échangent énormément et ça fait plaisir de voir une activité débordante dans ce pays. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la BEI, donc vous avez eu une introduction par notre directrice, Madame Flavia Palenza. Donc, nous sommes la banque de l'Union européenne. Nous intervenons dans les pays par des prêts à l'investissement, en complément de l'appui budgétaire qui est apporté par l'Union européenne. Donc, nos actionnaires sont les 28 États membres et nous finançons principalement des projets en Europe, mais également depuis plus de 40 ans. Nous avons des partenariats avec les pays hors Europe pour des projets d'investissement suivant certaines lignes directrices de l'Union européenne. Ça se traduit par plus de 80 milliards de financement, 80 milliards d'euros par an. Et nous finançons à peu près 450 projets chaque année dans plus de 260 pays.
Donc, prochain slide, donc la Tunisie. Effectivement, nous avons eu cette excellente conférence il y a un an qui a vraiment permis d'être dans les starting blocks pour avancer sur les investissements. En ce qui concerne la BEI, donc on est actif en Tunisie depuis plus de 40 ans. On a toujours eu un investissement soutenu. Et on a signé plus de 3,4 milliards de prêts sur 32 projets sur les 10 dernières années. Et ce qui est important de mentionner, c'est que depuis 2011, donc, nous n'avons pas ralenti notre investissement. Au contraire, nous l'avons accéléré avec plus de 1,8 milliard d'euros d'investissement depuis 2011 sur les PME et les projets d'infrastructure. Il est important de mentionner que le premier secteur d'intervention, c'est l'énergie, le transport. Nous avons accéléré notre investissement aux PME avec l'appui des banques commerciales et nous avons également des projets d'investissement direct dans l'industrie. Dans la zone Méditerranée, la Tunisie est le premier pays d'investissement par tête d'habitants. Prochain slide. Donc, à l'occasion de cette conférence Tunisie 2020, donc, nous avons fait passer un message fort d'accélération de l'investissement. Et nous sommes engagés à prêter jusqu'à 2,5 milliards d'euros en Tunisie jusqu'en 2020. Donc ça se traduit par principalement des projets dans le secteur public, l'énergie, le transport, l'infrastructure sociale, la santé, l'eau, mais également une accélération par plus d'assistance technique, donc en appui aux cellules d'implémentation des projets, et également une accélération des financements dans le secteur privé. Nos actionnaires veulent une accélération des financements dans le secteur privé pour une croissance plus inclusive et également le secteur privé qui est catalyseur d'emplois de qualité dans les pays où nous intervenons. Donc ce sont vraiment des lignes directrices très fortes qui nous ont été données et que on implémente maintenant dans les pays, en particulier en Tunisie. Donc, où est-ce qu'on se situe par rapport à ces engagements? Donc, ces engagements sont sur les rails. En termes de montant, donc en 2016, nous avons financé 408 millions d'euros sur l'industrie, l'environnement, le secteur financier, mais également les infrastructures de télécommunications, car nous pensons que les TIC sont un secteur extrêmement important en Tunisie, comme accélérateur de croissance et également comme facteur de désenclavement des régions. Et les signatures en 2016, donc, elles se situent sur un niveau légèrement supérieur, toujours dans les secteurs de l'infrastructure, mais également par la mise en place d'instruments innovants. Comme l'a évoqué notre directrice, la Tunisie est un des seuls pays de la Méditerranée à être bénéficiaire de l'horizon 2020 de l'Union européenne. Donc ça permet à la BEI d'intervenir avec des instruments plus sophistiqués, les mêmes instruments que nous appliquons sur l'Union européenne. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, nous signerons une opération emblématique de garantie de portefeuille pour les banques, de portefeuille d'entreprises liées à l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Nous avons déjà démarré ce programme Innofin l'année dernière, donc avec Tunisie Télécom, et nous le poursuivons maintenant avec le secteur bancaire, et nous espérons poursuivre aussi en investissement direct aux entreprises innovantes de la Tunisie. Je vous remercie. Merci Madame. Je me tourne maintenant vers Monsieur Antoine de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. La question est classique, où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui était convenu, sachant que pour la BERD, stricto sensus, il n'y a pas, j'allais dire, d'engagement consigné en dehors d'une enveloppe de 115 millions de dinars. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est pas d'autres engagements chiffrés, mais un très grand intérêt qui a été manifesté pour financer des projets.
Nous savons aussi que le portefeuille de la BERD, il est quand même assez intéressant. C'est l'occasion peut-être de mettre un focus sur la composition de votre portefeuille. Où est-ce que vous êtes en train d'investir, ou vous êtes en train quelles sont les activités que vous êtes en train de soutenir. Et la question, je l'avais également posée à M. Georges sur l'état des lieux, j'allais dire, des réformes qui sont entreprises en Tunisie pour à la fois l'amélioration des conditions d'exercice du marché, et surtout pour le développement des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire également un mot là-dessus? Antoine, à vous la parole. Oui, c'est bon, parfait. Merci Noureddine. Monsieur le chef de gouvernement, monsieur le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs et mesdames, messieurs les investisseurs, merci beaucoup pour avoir invité la BERD à participer sur ce panel. La banque soutient le plan Tunisie 2020 et ses ambitions et la transition économique de la Tunisie en général à travers ces trois métiers. Ces trois métiers qui sont le financement, qui sont le soutien aux réformes et qui sont le conseil aux PME. Alors sur le financement, on en est après 5 ans d'activité en Tunisie à un portefeuille de 400 millions d'euros qui est essentiellement concentré sur le secteur privé. Donc 80% de nos engagements dans le secteur privé. Vous disiez que la banque n'avait pas émis n'avait pas donné de chiffres d'engagement. Je me permets de vous corriger ici. L'année dernière, ici à la conférence Tunisie 2020, notre vice-président Alain Pilou a annoncé l'intention de la BERD de mobiliser jusqu'à 650 millions d'euros jusqu'à 2020 sur les projets publics du plan Tunisie 2020. Et je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que nous en sommes déjà à près de 400 millions d'euros de prêts en instruction qui devraient être signés soit cette année, soit l'année prochaine, qui correspondent à des projets prioritaires du plan Tunisie 2020. Pour en nommer quelques-uns, nous travaillons et progressons très bien sur un grand projet très important avec la SNCFT, donc sur 2 tracés, le tracé Moline-Madia et sur Tunis-Kasserine, donc avec une composante d'inclusion régionale très importante. Travaillons également activement avec la Transtu sur l'acquisition de rames TGM, réhabilitation des rames Siemens et construction d'un dépôt à Manouba. Donc un engagement important dans le secteur du transport. Je salue monsieur le ministre. Mais nous avons également, nous progressons très bien dans l'instruction de projets importants dans le secteur de l'assainissement d'eau, dans le secteur de l'irrigation également, et dans le secteur des céréales. Et donc ces financements s'ajoutent à notre engagement existant dans le secteur public avec l'ONAS, notamment sur la dépollution du lac de Bizerte, ou avec la STEG sur le renforcement du réseau de transmission. Donc ça c'est pour la partie publique, mais comme je le disais, la banque elle est avant tout une banque concentrée sur le secteur privé, et donc nous avons dans notre portefeuille accompagné des entreprises directement, notamment dans le secteur agroalimentaire, où on commence à construire une taille critique, et en particulier dans le secteur de l'huile d'olive, qui est un secteur très porteur à notre sens, et où nous accompagnons le développement de la filière, et particulièrement la création d'une offre commerciale Made in Tunisia. Mais nous avons également assisté des entreprises dans le secteur de la technologie, de la santé ou de l'automobile. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que lorsqu'on travaille, si on pourrait remonter sur les slides précédents, donc le premier slide, voilà, juste nos instruments d'intervention sont très flexibles pour accompagner les entreprises. On peut proposer du dinar, on peut proposer de l'euro, on peut proposer du dollar, on peut proposer de la dette, de l'investissement en capital, et on peut aussi commencer à des niveaux d'intervention, des tickets assez faibles. On peut commencer à regarder les dossiers d'investissement à 1 million d'euros.
Et donc nous sommes aussi évidemment très impliqués avec la majorité des grandes banques de la place, avec qui nous avons des lignes dédiées pour la finance des PME, mais également avec les institutions de microfinance et les institutions de leasing. Comme vous le voyez là avec cette carte, la plupart de nos projets sont en dehors de Tunis, et pour nous cette dimension régionale est essentielle. C'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière nous avons ouvert un bureau à Sfax. Nous sommes pour le moment donc la seule institution financière internationale à avoir une représentation donc, en dehors de Tunis. Donc ça c'est pour notre métier de financement. Notre deuxième métier, c'est le soutien aux réformes, et ça c'est évidemment essentiel aussi pour pouvoir arriver à concrétiser les objectifs du plan Tunisie 2020. Donc nous sommes particulièrement impliqués dans le secteur financier avec les autorités, notamment sur la restructuration du secteur, et en particulier une réflexion sur les banques publiques et quel modèle de gouvernance. Également sur comment résoudre la question des créances accrochées. Donc nous avons plusieurs assistances techniques avec la Banque centrale et le ministère des Finances à cet effet. Le développement du secteur financier non bancaire, et là je pense essentiellement à la microfinance, au factoring, au leasing, qui sont vraiment on le voit, des canaux d'accès à la finance pour les PME et les très petites entreprises qui sont essentiels. Et également donc, le développement des marchés de capitaux, et en particulier le marché obligataire. Également impliqué avec le ministère de l'Énergie sur le développement du cadre d'investissement pour le programme en cours sur les énergies renouvelables, un programme ambitieux. Également impliqué avec différents ministères sur la définition également du cadre réglementaire pour les PPP, et puis tout à fait ouvert en effet à aider, mobiliser de la subvention pour commencer à préparer des projets PPP. Et puis enfin un engagement plus transversal sur donc, le climat d'investissement et le développement du secteur privé, notamment sur des questions de politique de concurrence. Et pour terminer, notre troisième métier, qui est probablement le métier sur lequel finalement la banque est la plus connue, c'est le conseil aux PME. Le plus connu parce qu'il nous offre en effet une taille, une scale assez importante. Donc depuis qu'on a commencé, nous avons accompagné 500 PME sur des dossiers, donc en les accompagnant sur la définition de leur plan stratégique par exemple, leur capacité à l'export, sur la définition de leur nouveau système d'information ou la mise à niveau qualité. Et on voit que ce sont un programme qui marche. Hein. Les PME, après une intervention de la BIRD, augmentent leur productivité, on le voit en moyenne de 15%, leur chiffre d'affaires en moyenne de 39%, et leur masse salariale de 17%. Donc voilà, c'est un programme qui crée de l'emploi. Donc voilà, un peu trois axes selon lesquels on accompagne le plan Tunisie 2020, avec une approche un peu top-down sur les projets structurants, transversale avec les réformes, et plus bottom-up avec le travail qu'on fait sur les PME. Merci Antoine. Je crois qu'on a de temps en temps besoin qu'on nous rappelle, qu'on nous dise ce qui est en train de se passer sur le terrain, parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y a des choses qui se passent sur le terrain, et c'est une bonne chose. Merci pour votre contribution d'ailleurs. Mais cela dit, et vous l'avez mentionné, nous sommes en phase, j'allais dire, d'implémentation de réformes tout azimut. Ça ressemble quelque part à un grand chantier à ciel ouvert. Il y a le cadre de l'investissement, des choses sont faites, mais des choses restent à faire et on les attend. Donc on a mentionné notamment la liste négative. On a mentionné également, et c'est quand même un élément important par rapport au cadre de l'investissement, et c'est en dehors de l'aspect législatif, c'est l'implémentation des structures en charge de l'investissement. Donc on réclame l'amélioration de la capacité opérationnelle de l'État pour implémenter les structures pour l'accompagnement de l'investissement, pour la facilitation de la vie à l'investisseur. On a évoqué un certain nombre de lois.
j'allais dire, fondamentale pour l'investissement et on évoque certains soucis qui sont exprimés. Vous parlez de la loi sur les PPP, du cadre sur les énergies renouvelables, la restructuration du secteur bancaire et j'en passe. Il y a pas mal, j'allais dire, de demandes du côté à la fois des observateurs, mais aussi des acteurs du secteur privé. On réclame les réformes, on réclame la rapidité d'action. Je souhaiterais, par rapport à ça, avoir les commentaires de monsieur le chef de gouvernement et probablement de Ziad El-Adhari par rapport à cette, j'allais dire, à cette dynamique, à ce à quoi on peut s'attendre sur les prochains mois par rapport aux réformes. Écoutez, je réitère tout d'abord mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce débat, aux invités de la Tunisie. Je pense que c'est très important également d'évaluer une année après ce qui s'est réalisé de Tunisie à 2020 et de continuer à faire un suivi régulier. Il faut resituer toujours le cadre dans lequel on opère. La Tunisie a vécu une révolution en 2011. On ne le rappelle jamais assez souvent. C'est une vraie révolution avec un changement total qu'il y a eu en Tunisie. Je dis souvent que la démocratie a un coût. Un coût, c'est que les premières années post-révolution, et ça se passe partout pareil dans le monde, nous ne nous sommes pas occupés suffisamment d'économie. Nous avons été focalisés sur la transition démocratique, sur la transition politique, sur la mise en place d'institutions démocratiques. Aujourd'hui, la Tunisie est une vraie démocratie, avec une nouvelle constitution approuvée en 2014, des élections législatives et présidentielles qui ont eu lieu en 2014. Et puis, nous sommes aussi sur un parcours de décentralisation de l'État tunisien. Il ne faut pas l'oublier, la Tunisie devrait être un État décentralisé comme le prévoit la Constitution tunisienne. Donc tout cela aussi sont des réformes importantes qui ont impacté la Tunisie et peut-être que le coût économique l'économie a souffert pendant les premières années après la Révolution. Aujourd'hui, nous avons une croissance moyenne autour de 1,5% pour les 5 premières années après la Révolution, à cause de tout ce que je viens de dire. Aujourd'hui, nous avons un retour de la croissance, nous avons eu un frémissement qui s'est concrétisé au fur et à mesure, nous avons un retour des secteurs productifs, le phosphate et d'autres secteurs, le tourisme. Il ne faut pas oublier que la Tunisie également a été frappée par 3 attentats terroristes en 2015, des attentats qui ont ciblé justement la démocratie tunisienne. Ce n'est pas un hasard que la Tunisie, comme de nombreux pays européens, malheureusement, est la cible d'attaques de groupes terroristes. Depuis, fort heureusement, nous avons énormément également investi en matière de sécurité, en matière de formation de nos forces de sécurité, en matière d'équipement, ce qui a permis aujourd'hui un retour de la sécurité en Tunisie, une situation sécuritaire stable et qui a permis également le retour du tourisme, par exemple, et d'autres activités. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rappeler de ce qui s'est passé en Tunisie. C'est vraiment un vrai changement, une vraie révolution. Aujourd'hui, la Tunisie partage des valeurs démocratiques avec l'ensemble du monde moderne. L'enjeu est vraiment économique aujourd'hui, parce que si on veut renforcer cette démocratie tunisienne et définitivement l'ancrer dans le champ des démocraties modernes, il faut travailler sur le volet économique et social. C'est la priorité du gouvernement, c'est le retour de la croissance, en activant les moteurs classiques de la croissance tunisienne, que sont l'exportation et les investissements, en particulier les investissements directs étrangers. Et puis également, il faut travailler sur les réformes. Nous avons tardé un peu à entamer des réformes importantes sur les caisses de sécurité sociale, sur la fonction publique, pour améliorer le service notamment aux investisseurs, sur les banques publiques, etc. Donc un certain nombre de réformes qui doivent aller de pair avec le retour de la croissance. Nous avons présenté des objectifs à horizon 2020. Certains diront qu'ils sont trop optimistes, d'autres diront qu'ils sont peu optimistes.
mais nous avons essayé d'être réalistes en fonction de ce que vous avez dit, de la capacité d'absorption également de l'État, de l'administration tunisienne, des objectifs en matière de déficit public. Ça ne parle pas peut-être au commun des gens, mais nous avons fixé un cap d'avoir des déficits à 3% à horizon 2020, en démarrant, en allant à 4,9 l'année prochaine, ce que nous avons mis dans la loi de finances. Bien sûr, cela occasionne une nécessité de sacrifice également pour certains opérateurs. Les finances publiques restent un stress important pour la Tunisie, également issu des nombreuses années post-révolution où nous avons également beaucoup recruté dans la fonction publique. Est-ce qu'on avait d'autres solutions? J'en suis pas sûr. Donc tout ça, c'est des challenges auxquels nous faisons face, mais nous faisons face avec une confiance importante, parce que c'est-à-dire nous avons en Tunisie une prédisposition importante en matière de ressources humaines qualifiées, en matière de bassin d'emploi très dynamique, très actif, en matière de proximité géographique, aussi bien à l'Europe qu'à l'Afrique subsaharienne et avec les pays voisins, une situation aussi importante, et puis un volet législatif pour l'investissement que nous essayons tous les jours de renforcer avec le code d'investissement qui, comme vous l'avez dit, n'a pas été suffisamment, et là c'est également une tâche qui nous incombe, c'est de faire connaître un peu plus le code d'investissement, le code d'incitation fiscale, la loi sur les PPP, tout ça, en l'espace de quelques années, nous avons réussi à se doter d'un dispositif et d'un arsenal législatif. Aujourd'hui, il faut passer à l'implémentation. Le PPP, c'est pour ça que nous allons, à horizon 2020, nous avons proposé à peu près 5200 millions de dinars de projets déjà identifiés en partenariat public-privé, mais également l'État, nous parlons souvent du passif de l'État, mais sachez qu'également nous avons un actif très important aujourd'hui qui n'est pas mis en valeur suffisamment et que l'État, avec ses propres moyens, probablement n'est pas aujourd'hui en mesure de le mettre en moyens. Et c'est pour ça que nous allons lancer des concessions, des PPP, pour valoriser tout cet actif de l'État et pour commencer à changer le modèle de développement tunisien, historiquement basé sur un titre 1, un titre 2 et puis un investissement privé. Aujourd'hui, nous croyons beaucoup à l'expérience des PPP, notamment avec les bailleurs de fonds internationaux, la Banque mondiale et d'autres. Donc, je pense que le cap est tracé. Nous visons une croissance de 5% à horizon 2020. C'est un objectif que nous pouvons réaliser. Une maîtrise des déficits également, et puis l'économie tunisienne, bien sûr, avec toutes les dotations dont elle dispose, nous sommes très confiants que nous pouvons bien évidemment dépasser ce taux de croissance. La Tunisie probablement pourrait croître à 2 chiffres avec toutes les dispositions dont nous disposons. Il suffit aujourd'hui maintenant de tracer le cap, d'avoir une vision claire et de mettre une stratégie claire et d'implémenter sur le terrain, comme vous dites, ces nombreuses réformes et ces nombreux challenges. Nous allons focaliser sur 2018 sur des initiatives pour booster la croissance. La croissance, c'est vraiment le mot magique pour la Tunisie qui nous permettra de trouver beaucoup de solutions. Donc, nous allons mettre le cap sur la croissance. 3% en 2018, au fond de nous-mêmes, moi-même, je vise à avoir un peu plus pour notre pays. Je pense que les perspectives restent favorables. Nous avons passé par des difficultés. Probablement le plus dur est derrière nous aujourd'hui. Et les perspectives sont favorables. Je voudrais aussi saluer et remercier tous les bailleurs de fonds de la Tunisie, et aussi les investisseurs de nombreux pays qui continuent à croire en la Tunisie, qui l'ont démontré pendant la conférence l'année dernière, Tunisie à 2020. C'est un signe important de confiance qui a été donné à la Tunisie, à la démocratie tunisienne, aux valeurs qui sont aujourd'hui partagées en Tunisie, de liberté, de droits de l'homme et toutes ces valeurs universelles auxquelles nous croyons et qui sont des acquis définitivement ancrés en Tunisie. Donc je reste très confiant, optimiste avec tout cet environnement positif dans lequel évoluera la Tunisie. Les menaces, évidemment, existent.
La menace sécuritaire est importante, comme j'ai dit. Aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri, mais sachez qu'en Tunisie, nous maîtrisons parfaitement la situation sécuritaire. Le risque zéro n'existe nulle part. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais nous avons réalisé des progrès très importants en dépit d'un environnement géopolitique assez complexe. Donc, les perspectives sont positives, sont favorables. Il faut aller de l'avant, il faut investir en Tunisie, il faut continuer à aller dans les régions difficiles en Tunisie. Je conclus par ce que vous avez dit, vous allez être surpris par la capacité d'innovation des jeunes Tunisiens dans les régions, de leur formation, de leur capacité à innover, de leur capacité à trouver des solutions. Et le gouvernement, bien sûr, nous sommes derrière, nous serons toujours derrière tous les investisseurs pour booster la croissance et créer des emplois, qui est finalement notre objectif final. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président du gouvernement. Je voudrais également demander à Siziet, je ne sais pas s'il souhaiterait nous donner davantage d'indications par rapport à ça. Vous avez commencé dans votre speech introductif. D'accord. Ok. Donc juste on va balayer, j'allais dire, en slide ce qui a été fait sur les engagements par rapport aux autres États et institutions financières. Et je vous propose de switcher sur le cadre d'investissement. Si Mourad en avait touché un mot tout à l'heure, pour dire que nous sommes aujourd'hui avec un nouveau cadre d'investissement qui doit permettre une véritable relance de la dynamique d'investissement. Si Mourad, par rapport à ça, moi, je souhaiterais vous poser des questions peut-être un peu précises, parce qu'on a besoin quand même de les organisateurs me demandent de raccourcir au maximum et de conclure. Alors, à ce moment-là, je vais passer, si vous permettez, directement la parole aux panélistes pour nous donner quelque part le mot de la fin, la synthèse de tout cela. Et je souhaiterais le faire dans l'ordre avec lequel les panélistes se sont succédés. Je commence par Mourad. Le mot de la fin, c'est que je vais répondre à votre première question avant l'interruption. C'est dire qu'aujourd'hui, le code d'investissement, malheureusement, on n'a pas pu le présenter, mais il présente beaucoup d'avantages. On avait la loi 93-120 qui a été remplacée par le code. Et lorsqu'on voit la Tunisie en vert et en jaune, le vert, c'est les zones de développement régional prioritaires qui donnent 10 ans d'avantages d'exonération fiscale. Et les jeunes, c'est 5 ans, avec beaucoup de primes de surinvestissement. Et ça, c'est très important. Je sais que les investisseurs sont très sensibles à ce point-là. Aussi, malheureusement, je n'ai pas pu présenter la réglementation des PPP. L'objectif, c'est d'atteindre en 2030 à peu près 30% d'énergie renouvelable. Et ça, c'est aussi un point très important pour les investisseurs étrangers, dont à peu près les 3/4, c'est les investisseurs étrangers qui vont participer au plan énergétique, énergie renouvelable. Ça, c'est le dernier mot, c'est que je dis aujourd'hui, j'espère que ce forum-là, c'est le début d'un roadshow qu'on va commencer à faire pour le code d'investissement. Il n'a pas été très médiatisé ou expliqué aux investisseurs étrangers. FIPA, les chambres mixtes de commerce, le gouvernement, le ministère de la coopération internationale, tout le monde doit travailler aujourd'hui pour présenter ce code-là auquel je pense que les investisseurs étrangers seront très sensibles aux différents avantages. Merci. Merci, Mourad. Je vais vous permettre de patienter un tout petit peu. Monsieur Youssouf Chahed, président du gouvernement, va devoir nous quitter, mais nous allons continuer notre panel. Juste le temps d'accompagner monsieur le chef du gouvernement.
Antoine, j'ai encore besoin de toi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre place, s'il vous plaît, pour qu'on termine pendant quelques minutes notre panel? Merci. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Nous en aurons encore pour 5 minutes maximum, s'il vous plaît. Alors, Georges, si vous voulez bien enchaîner pour nous donner un peu le mot de la fin, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience et de ce que vous avez déjà, j'allais dire, vu pendant cette matinée? Vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît, à nos panélistes. Alors, oui. Yes. Bon, le thème des réunions annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a été cette année la sécurité à travers le développement. Nous, dans le groupe de la Banque mondiale et surtout à la AFC, nous voulons contribuer au développement de la Tunisie qui contribuera en lui-même à la question sécuritaire dont tout le monde a pensé. Un tout petit mot de fin aux investisseurs étrangers. La Tunisie est ouverte pour le business, pour les investissements, et nous, à la AFC, nous aimerions les accompagner pour mitiger les risques qu'ils ne peuvent pas mitiger à eux seuls. Merci, Georges. Nathalie? Ça doit arriver. It's coming. Donc pour conclure, vraiment, encore une fois, je pense que c'est important de réitérer la situation unique de la Tunisie par sa situation géographique, en proximité de l'Union européenne, mais aussi potentiellement un hub sur l'Afrique. Ça a été déjà exploité par d'autres pays. Je sais que la Tunisie l'exploite aussi, mais il faut aussi renforcer cette dynamique. Des infrastructures très solides et qui permettent à l'investissement de venir. Et surtout les compétences. C'est vraiment un pays unique dans la mosaïque de la région. Les compétences sont très fortes ici en Tunisie. Nous avons des acteurs globaux, des acteurs locaux qui sont globaux de longue date, c'est assez unique, qui peuvent être aussi un appui aux investissements directs étrangers. Je sais que dans les partenariats publics-privés, il est très important pour les investisseurs de s'appuyer sur une infrastructure d'entreprises privées locales qui peuvent les appuyer dans leur investissement. Donc ça, vraiment, la Tunisie, là. Les défis, effectivement, l'accélération, je crois que l'accélération des investissements, l'accélération des réformes est absolument clé.
Nous, en ce qui concerne la Banque européenne d'investissement, à travers notre résilience économique, l'initiative résilience économique, nous allons apporter plus d'appui à la réalisation, à l'accélération des réalisations des projets, afin d'avoir des résultats visibles. Des résultats visibles pour satisfaire la société civile, pour permettre aussi aux autorités de communiquer. Lorsqu'il y a 3-4 ans, nous avons fait la gestion intégrée du lac de Bizerte, nous avons vraiment eu des échanges extrêmement riches avec la société civile. Je pense que la Tunisie est un pays qui est capable de comprendre ce qui se passe et les défis que les autorités ont aussi à relever. Et je reste extrêmement confiante sur l'avenir. Je pense que vous avez des atouts fantastiques. C'est un pays très très important dans la région Méditerranée. Et donc nous continuerons à vous appuyer dans vos investissements et dans vos réformes. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Antoine? Oui, moi mon mot de la fin, ce sera un mot d'enthousiasme sur les opportunités d'investissement en Tunisie. Et ici, pour être un peu dans le concret, je peut-être identifier 3 grosses opportunités, à mon sens, pour les investisseurs privés. Il y en a d'autres, mais je pense que ça peut être... ce sont des secteurs sur lesquels la Tunisie a vraiment quelque chose à démontrer. Un, c'est le secteur de la pharma. C'est clairement un secteur sur lequel la Tunisie a le potentiel de développer des champions régionaux à l'échelle du continent africain. On le voit, hein, les seules entreprises d'Afrique du Nord du secteur qui se sont étendues et qui ont fait des acquisitions en Afrique subsaharienne, ce sont des entreprises tunisiennes. Il y a un cadre réglementaire favorable, il y a des entrepreneurs très motivés dans ce secteur. Donc ça, c'est un autre secteur qui aussi, je pense vraiment, a énormément de potentiel. J'en parlais avant, c'est l'huile d'olive. Clairement, on le voit ces dernières années, de plus en plus de focus sur la qualité du produit, la stabilité du produit, mais également son marketing, hein, avec l'embouteillage, et puis un développement à l'export. On voit que c'est un produit qui commence vraiment à plaire en Amérique du Nord, en Asie. Donc ça, c'est extrêmement encourageant. Et puis le troisième, peut-être opportunité d'investissement vraiment qu'il faudrait avoir en tête pour les investisseurs dans la salle, c'est le secteur des énergies renouvelables. Donc les autorités tunisiennes se sont fixées d'ambitieuses cibles de 30% de renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030. Et avec un gros potentiel d'ensoleillement, un gros potentiel éolien, clairement, ça offre des opportunités. On travaille, nous, la Bird, avec le ministère de l'Énergie pour s'assurer qu'on arrive à un cadre d'investissement qui alloue le risque de façon adéquate. Et voilà, donc des créneaux sur lesquels la Bird est prête également à vous accompagner. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Merci aussi à vous, toutes et tous, pour votre présence, pour votre patience aussi. Je vais devoir clôturer cette session matinale. Et je pense que le programme prévoit, me semble-t-il, une reprise vers Sikhlil vers 15h, c'est ça? 14h30 ou 15h? La reprise, c'est à quelle heure? À 14h30. Donc alors, il n'y a qu'à vous souhaiter, j'allais dire, bon appétit. Et en même temps, je voudrais faire une annonce aux panélistes. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez réussi et donc vous avez droit à une attestation pour votre participation. Sikhlil. Merci beaucoup. Alors, Madame Nathalie Clémence. Voilà. Alors, Antoine Salé de Chou. Voilà, il m'entend, donc c'est bon. Mourad. C'est Mourad Fradi.
Avec mention d'ailleurs. Et Georges? Georges,